C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je vous l'ai dit avant de parler des élections législatives et de tout ce qui se passe, du prochain gouvernement qui se profile ou pas d'ailleurs, les choses sont-elles certaines? Toutes ces questions, on va se les poser et les analyser ensemble tout au long de la matinée. Mais d'abord, on fait un pas de côté, on part aux États-Unis parce que là-bas aussi, l'actualité est très très chaude et finalement tout ça nous concerne directement. Vous savez que la campagne pour la présidentielle américaine a bien lieu en ce moment, bien avancé, et le vote, c'est le 5 novembre prochain. Eh bien, le 27 juin dernier, les deux candidats se sont affrontés, Joe Biden, Donald Trump. Et finalement, le candidat Biden s'est largement illustré par ses absences. Une contre-performance qui accrédite les doutes concernant, vous savez, l'âge du président, qui a 81 ans tout de même, et les questionnements sur sa santé mentale que beaucoup, nous, ici, on se posait, mais qui n'avaient pas l'air d'atteindre, en tout cas, son propre camp. Eh bien, voilà, je vous propose d'écouter un extrait de Joe Biden qui perd son fil, et on y revient dans quelques instants. With dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Voilà, et donc en fait, est-ce qu'on a besoin de traduction? C'est la question qui se pose, que finalement, il ne dit pas grand-chose d'intelligible, donc même la traduction ne le serait pas. Il commence par une phrase à peu près correcte: nous allons faire en sorte que les personnes isolées, éligibles à tout ce que j'ai pu mettre en place avec le Covid, excusez-moi, avec le, gérez-le, tout ce que nous avons dû faire avec, écoutez, si nous avons finalement battu la Sécu. Voilà, donc ça ne veut rien dire. C'est du mot à mot en traduction. Et Donald Trump, là, fait une tête, pour ceux qui ont pu voir le débat, assez interloqué, et il finit par dire: je ne sais pas ce qu'il a dit et je ne suis pas sûr non plus que lui le sache. Il a d'ailleurs appelé ensuite à ce qu'on lance un test cognitif, mais il l'avait déjà fait pour Joe Biden, et savoir justement où on était son état de sénilité. Alors évidemment, derrière, tous ces questionnements ont poussé le New York Times notamment à publier vendredi dernier, vendredi 28 juin, un éditorial pour appeler le président Biden à quitter la course à la présidentielle. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est que même dans son propre camp, jusqu'à maintenant c'était plutôt l'argument trumpiste, on va dire, jusqu'à son propre camp, Joe Biden est prié de renoncer. Alors, que se passe-t-il réellement? Alors, très intéressant, parce que nous, on avait commencé à suivre ces questions, et notamment le plan de la CIA qui avait dit: si jamais on a un président sénile, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Je vous rappelle, c'était la dernière chronique de Maître Renaud Bochard, qui était avec nous depuis les États-Unis. On en reparle, et on parle de tout ça avec donc Renaud Bochard et Frédéric Egui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, Frédéric Egui. Je rappelle, journaliste indépendant, et vous suivez de près l'actualité internationale et notamment américaine. Et Renaud Bochard, qu'on connaît bien, chroniqueur Tocsin et fondateur du Substack Les Chroniques Égrégoriennes. Alors peut-être, Renaud Bochard, je vais commencer par vous. Je sais que c'est un sujet, c'est drôle, on en avait beaucoup parlé, vous aviez un peu prévu ce genre de situation. Est-ce que vous pouvez nous dire justement à quel point ça confirme ou infirme ce que vous aviez annoncé? Sur la sénilité de Biden, ça confirme complètement tout ce que je vous avais dit. Simplement, ce qui est important dans ce qui s'est passé lors du débat de jeudi, ça n'est pas ce qui s'est passé au sein du débat même, mais ce qui s'est passé en dehors, et ce qui s'est passé je dirais, dans l'architecture institutionnelle plus large du Parti démocrate, qui comprend des organisateurs de collectes de fonds, des donateurs, des commentateurs politiques, et tout un écosystème, en fait, des politiciens, bien évidemment. Dans cet écosystème, il faut bien réaliser que vous avez des gens qui ne lisent ou qui n'écoutent que les médias mainstream. Oui. Ça existe encore. Oui, non, ça existe beaucoup, et vous avez un grand nombre à la fois, pas seulement d'ailleurs simplement d'électeurs démocrates, mais aussi de responsables démocrates qui n'écoutent que NPR, qui ne lisent que le Washington Post, qui ne lisent que le New York Times, qui regardent CNN, etc. Et dans cette architecture institutionnelle, vous avez en fait trois camps, en fait. Vous avez les réalistes,
parmi les noms que je pourrais vous donner, il y a des gens comme James Carville, comme Ezra Klein, et parmi les donateurs du parti, des gens comme Bill Ackman ou les Pritzkers, dont d'ailleurs J.B. Pritzker, qui est le gouverneur démocrate de l'Illinois, qui sont sceptiques depuis longtemps, qui sont en fait des opposants au camp Biden au sein du Parti démocrate. Cela disait il est évident que Biden est sénile et il doit être remplacé. Déjà en 2020, ils étaient très très sceptiques. Oui. Mais au sein de cet écosystème, vous avez aussi ce que j'appellerais les sceptiques hésitants, qui sont des gens qui se sont laissés convaincre oui, Biden a une santé mentale assez déficiente, il est âgé, mais avec suffisamment d'amphétamine, etc., ça peut passer. Et puis, vous avez après les idiots complets qui croient tout, en fait, ce que les médias disent. Et vous avez un grand nombre de gens, parmi les idiots complets, qui se sont rendus compte jeudi que Biden était profondément sénile. Ouais. Moi, j'ai un exemple, par exemple, avec un de mes voisins qui me passait l'autre jour. Il me disait, mais j'ai passé un coup de fil au gouverneur du Maryland en disant il faut remplacer Biden sur le ticket démocrate parce que c'est pas possible. Et il a vraiment découvert jeudi dernier que Biden était sénile. Pas seulement. Non, mais c'est pas possible ça. Oui. Problème d'élocution. Oui. Donc en fait, vous avez toute cette coalition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le camp des réalistes est en train de gonfler. Et lors de jeudi, vous avez un grand nombre de gens qui, là, vraiment étaient au courant, des gens comme David Axelrod, etc., juste après, qui était le commentateur politique sur CNN. C'était très, très intéressant ce qui est passé après, parce qu'en fait, juste après, vous avez la totalité des commentateurs politiques sur CNN qui ont dit, mais ce qu'on vient de voir est la preuve qu'il faut le remplacer. Oui. Et Axelrod, je rappelle quand même que c'était le directeur de campagne d'Obama. C'est vraiment des architectes Alors, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que Obama, justement, Hillary Clinton ont réaffirmé leur soutien au candidat vendredi soir, alors que la polémique commençait clairement à enfler, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris, alors que ça pourrait être justement des candidats de remplacement, notamment on pense à Madame Obama. Mais bon, je me tourne vers Frédéric Aiguille. Même question, finalement, pour nous, c'est pas une grande découverte, cette forme de sénilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce camp des réalistes, comme dit Renaud Bochard, qui devient de plus important. Et puis, moi, une vraie question que je me pose, est-ce que c'est pas aussi la preuve, aux yeux de tous, que finalement, on n'a qu'une marionnette au pouvoir aux États-Unis ? Oui, alors bonjour Clémence. Oui, ça, je pense que ça va être in fine la question que tout le monde va devoir se poser. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, ce qui est intéressant, je suis d'accord avec votre intervenant précédent. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est intéressant de voir, c'est que le rôle des médias aux États-Unis, mais alors évidemment pas qu'aux États-Unis, mais particulièrement aux États-Unis, le rôle des médias n'est pas d'informer, mais d'influencer. Ce sont des agents d'influence au sein de l'État permanent, de l'État profond. Si on prend par exemple le New York Times, si vous regardez, si on fait un rapide historique de ce que faisait le New York Times, notamment pendant la présidence Trump, c'est un relais, c'est le porte-parole concrètement, notamment des agences de renseignement. Ce qu'ils faisaient, c'était tout sauf du journaliste, en fait, parce que bon, ils prennent, si on fait concrètement ce qu'ils ont fait donc, pendant toute cette présidence-là, notamment sur le Russia Gate, ils prennent des sources au sein de l'appareil d'État, de l'appareil des services de renseignement, des sources anonymes qui avancent une accusation qui n'est étayée par rien du tout, et ils relaient cette accusation qui, du coup, devient un point de Viral, discussion oui. dans le débat public, si vous voulez. Et donc, c'est concrètement un acte d'influence, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le journalisme, c'est ce qu'ils faisaient. Et ces médias-là, donc, par ailleurs, si je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein, si on revient
aux années 48-50, entre 50 et 76, on peut revenir sur l'opération Mockingbird, donc opération qui a été révélée par une commission aux yeux du public, hein, et dont le travail concrètement, l'opération Mockingbird, c'est la CIA qui a fait de l'entrisme au sein des médias et des médias américains, mais pas seulement américains, aussi de médias étrangers, pour justement influencer le débat public. Et donc ça, ce sont des faits qu'on connaît. La question maintenant que tout le monde peut se poser, c'est est-ce que cette opération s'est arrêtée? Bon, je laisse chacun réfléchir à ça. Mais donc tout ça pour dire que si vous voulez, on a aujourd'hui ces médias-là, il faut les voir sous ce prisme-là, et qu'il y a un retournement qui est absolument spectaculaire. Et il faut chercher à comprendre pourquoi il y a ce retournement, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'état de santé de Joe Biden, personne ne le découvre en fait, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Or, jusqu'à il y a 3 ou 4 jours, il était interdit de se poser la question. Au Oui. sein de ces médias-là, c'était complotiste, c'était tout ce que Oui. vous voulez, on pouvait pas dire ça, on pouvait pas en discuter. Et d'un coup, il y a un retournement, mais vraiment Alors pourquoi ce retournement? Est-ce que finalement c'est pour sauver le camp du bien entre guillemets et sauver le méchant dans l'image du méchant complotiste, de se dire bon voilà, vous voyez, on est lucide, on peut parler des choses quand c'est réel. C'est une bonne question et de toute façon, je pense que l'avenir nous le dira. Là, c'est difficile de tirer des conclusions maintenant. Comme vous l'avez très bien souligné, la partie n'est pas encore jouée. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour Joe Biden parce que si aujourd'hui il a les médias contre lui, imaginez bien qu'aujourd'hui, s'il n'existe, c'est que parce qu'il a les médias. C'est-à-dire si les médias faisaient vraiment leur travail, Oui, oui, on aurait eu le laptop d'Hunter bien Biden, sûr. on aurait eu Burisma, on aurait eu tout ça, et donc on parlerait plus d'Hunter Biden, de Joe Biden, pardon. Sa candidature aurait été caduque assez Oui, oui, rapidement. on aurait parlé de corruption, etc. Donc oui, certes. Mais alors, quel est à votre avis, et là je me retourne vers Renaud Bochard, mais Frédéric Egouy, je vous reposerai cette question également. Quelle est finalement ici, on a vu donc cette prise, cet édito du New York Times, quelle est la volonté, entre guillemets, de ce camp-là, ou de l'État profond, on l'appelle comme on veut, derrière ce changement de braquet et le fait, cet abandon de Joe Biden, qu'ont-ils en tête? Quel est le plan? Enfin, qu'est-ce que c'est leur plan? Alors, c'est là que ça devient très compliqué parce que la volonté du camp Biden, c'est de continuer comme si de rien n'était. Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent le camp Biden. Et on a très très bien vu, c'est aidé par le fait qu'un certain nombre d'officiels très haut placés comme Obama, comme Nancy Pelosi, et même comme Gavin Newsom, ont continué à dire mais c'est notre candidat, il a fait une mauvaise performance, bon ça passera, etc. Mais pas un mot sur la réalisation vis-à-vis du public de la sénilité avancée de Joe Biden. Donc, mais ça, ce sont des démonstrations de fidélité qui peuvent changer du jour au lendemain. Hein. Oui, Ce qui va être très très difficile, c'est qu'on est très très avancé dans cette phase électorale. Et Biden, il a des délégués du Parti démocrate, il a près de 4000 délégués du Parti démocrate. Il faudrait en fait que de son propre gré, il décide de quitter la course. Ce qui va être très difficile parce qu'il y a un grand nombre de gens qui dépendent en fait de lui pour des postes. Quelqu'un comme Anthony Blinken est l'exemple type de gens qui dépendent de Biden. Je ne parle pas de Jill, bien sûr, qui veut continuer à aller au dîner d'État, mais il y a un grand nombre de personnes qui dépendent en fait de la famille Biden. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que ce grand nombre de personnes contrôlent les coffres de campagne du Parti démocrate, ils ont les délégués, et puis ils ont un certain nombre de donateurs encore derrière eux. Je pense que là, en revanche, les donateurs sont en train, parce que attention, là, c'est un investissement, sont les actionnaires, en fait, hein, sont en train quand même de quitter le navire à vitesse grand V. Mais le camp Biden garde quand même l'ascendant au sein de cet ensemble plus vaste qui est le Parti démocrate, ce qui fait, alors en plus, les possibilités de le destituer, notamment par le 25e amendement, c'est un parcours semé d'embûches.
25e amendement, c'est encore plus difficile que l'impeachment. Il faudrait cette fois-ci 2/3 non seulement des sénateurs, comme dans le cas de l'impeachment, mais 2/3 de la Chambre des représentants. Et il faudrait en même temps une grande majorité en fait, du cabinet de Biden pour décider de mettre en marche la procédure du 25e amendement. Donc ça, c'est quasiment exclu. Donc là, la plus grande probabilité, si on demeure rationnel, c'est qu'il reste le candidat du Parti démocrate jusqu'à la fin. Avec maintenant cette image du roi est nu. Pendant 4 ans, on nous a dit il est habillé il a des habits de lumière, et tout d'un coup, nous avons tous vu qu'il est nu. Pas seulement ceux qui effectivement regardent d'autres médias que les médias mainstream, mais tout le monde maintenant. C'est ça qui est très intéressant. Tout le monde voit que le roi est nu. Oui, mais j'aimerais vous poser la question par rapport à la CIA et ce que vous nous aviez raconté la dernière fois et cette espèce de jeu, grandeur nature de que ferait-on, le scénario de la CIA dans son plateau de jeu, que ferait-on si on découvrait qu'on avait un président sénile. Vous croyez que c'était quoi l'idée derrière? Et finalement, on voit qu'on est complètement dans le scénario de crise qu'ils avaient prévu. Donc j'aimerais bien savoir quel est Non, le scénario de crise qu'il avait prévu, c'est effectivement que il continuait en fait à avoir des scénarios de crise il y a une multiplication des vidéos virales qui démontrent montrent que Biden aurait une santé mentale déclinante. Parmi les scénarios envisagés, il n'y avait pas de scénario envisagé où lors d'un débat, un débat officiel, là, on peut plus dire de manière patente, évidente, sans aucune équivoque, qu'il est atteint de sénilité avancée. Donc maintenant, la CIA, là, c'est là, enfin, les agences de renseignement, etc., peuvent jouer un rôle parce que pour pouvoir déloger Biden maintenant, parce que il semble quand même que même quand on a des gens comme Thomas Friedman au New York Times qui font des éditoriaux en demandant le départ de Biden, alors que ça a été parmi les plus grands, en tête du fan club de Biden, on peut avoir une situation où on essaie de faire chanter Biden pour qu'il parte en lui disant OK, vous voulez pas partir, on va mettre Hunter en prison pour la totale. Oui, bien sûr. On va reparler de ce dossier. Et puis sans compter toutes les casseroles du camp Biden. Donc là, on risque d'avoir effectivement une révélation en cascade d'affaires concernant le camp Biden. De son propre camp contre lui pour s'en débarrasser. Sauf que la question aussi, c'est qui serait le candidat idéal pour eux? On a l'impression que c'est pas forcément évident. On a l'impression, Frédéric Egui. Oui, c'est plus qu'une impression. C'est-à-dire qu'ils ont absolument pas de candidat pour le remplacer. C'est-à-dire qu'on touche là à un problème majeur des États-Unis et pas seulement des États-Unis, qu'on a un peu partout en Occident, la fabrique des élites est complètement cassée. C'est-à-dire que faut se rappeler que Biden est arrivé au pouvoir. Donc quand il est arrivé au pouvoir, déjà c'était une roue de secours en fait. C'est-à-dire que le Parti démocrate c'est Bernie Sanders qui était en train de gagner les primaires. Et bon, évidemment, pour tous les classiques du Parti démocrate, d'avoir un radical comme Sanders, c'était impossible pour eux. Donc, ils ont sorti du chapeau Biden, qui était déjà une solution de remplacement et qui était déjà, on sait que c'est un candidat qui a plein de casseroles, qui peut avoir quelques paroles de temps en temps un peu à côté de la plaque. Donc déjà, c'est un problème. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous avez Biden qui sort, normalement, la numéro 2 sur la liste, c'est Kamala Harris. Donc Kamala Harris, si vous voulez, c'est quand même... Là, on arrive au bout de la logique de discrimination positive de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compétence chez cette femme-là, et tout le monde le sait. C'est-à-dire que c'est pas une surprise, on voit bien qu'elle est absolument nulle. Donc bon... si on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, d'une certaine manière pour eux c'est pas très grave vu que visiblement ils n'ont besoin que d'une marionnette pour diriger. C'est ce que tout le monde est en train de voir avec Joe Biden. Mais malgré tout, d'avoir quelqu'un comme Kamala Harris, ça va être difficile de la faire élire si vous voulez. Ça va être quand même compliqué. Et il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que derrière, vous avez Gavin Newsom, on cite Gavin Newsom, mais Gavin Newsom, c'est pas très brillant non plus. Alors, est-ce qu'on va sortir du chapeau Michelle Obama, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Ils ont vraiment, il y a pénurie de... Parce qu'on a quand même l'impression qu'Obama était resté très présent, finalement, et c'était un peu lui qui tirait les ficelles derrière Biden. Donc, Michelle Obama, ce serait encore plus pratique.
Oui, alors peut-être maintenant, maintenant il y a aussi des guerres de pouvoir internes et Hmm. il va falloir passer devant Kamala Harris si vous voulez. Il va falloir, enfin tout ça me semble très compliqué. Tout ça à 4 mois Je des élections. Hein. à 4 mois des élections et dans une situation politique qui devient de plus en plus complexe pour en tout cas notamment le camp défendu, on va dire, par cette aile néoconservatrice démocrate, où bon, ben, enfin voilà, on voit les difficultés qu'ils ont en Ukraine, on voit que le dollar est Ouais, attaqué de ouais. façon frontale aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui a pas renégocié, re-signé son contrat pour vendre du pétrole qu'en dollars. Donc, il y a cette épée de Damoclès qui leur pèse au-dessus de la tête. Enfin, donc, ils sont vraiment dans une situation, ils sont complètement acculés et ils se retrouvent effectivement avec. Ils auraient besoin d'un vrai bon candidat. Enfin, aujourd'hui, là, clairement, Donald Trump a un boulevard devant lui. Voilà ce que j'allais vous demander. On va parler un petit Maintenant, peu de Donald Trump pour finir. Là, finalement, Donald Trump, j'imagine, puis on a vu la scène qu'il a un peu surjoué, il a théâtralisé, on va dire, ce moment incompréhensible de Biden. En se tournant vers les caméras ensuite en disant je n'ai rien compris, mais je pense que personne n'a rien compris, et lui non plus d'ailleurs, Biden non plus, ne sait même pas ce qu'il a dit. Donc évidemment, c'est pour lui c'est un cadeau énorme. Va-t-il pouvoir profiter pleinement de cette situation, à votre avis, ou finalement est-ce que les choses peuvent se retourner autrement? je pense on est plus à l'abri de surprises variées et diverses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a quand même tout l'appareil judiciaire qui s'est mis en branle Oui. contre Donald Trump, ce qui n'influe en rien les gens qui ont voté pour lui. Je veux dire, c'est-à-dire que même s'ils finissent par le mettre en prison, concrètement, il serait toujours en mesure de gagner l'élection. Donc, j'ai du mal à voir comment il ne la gagnerait pas. Après, voilà, on sait que il peut y avoir des discussions sur le mode d'élection et la façon dont est géré le scrutin aux États-Unis, qui peut être très discutable sur des choses qui peuvent, enfin voilà, sur les machines à voter. Ça s'est déjà passé avec George Bush Al Gore, hein, si on fait un peu un historique, il y avait déjà eu un problème là-dessus. Euh, donc il peut y avoir des problèmes. Maintenant, à mon avis, j'ai vraiment du mal à voir comment il peut perdre cette élection. Tout est possible, mais il faudrait qu'il y ait un Covid, comme il y a eu le Covid au moment de l'élection de Biden, et ce qui avait tout chamboulé, si vous voulez. Donc, à moins qu'il y ait un événement vraiment majeur, Hmm. il a vraiment un boulevard, et donc, écoutez, on verra ce que ça donne, parce qu'après, on peut discuter de Donald Trump pour lui-même. Oui. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même ligne que Biden, mais il y a des choses aussi discutables, quoi. Ouais, oui, oui, on avait déjà parlé d'ailleurs avec Renaud Bochard. Renaud Bochard, à votre avis, pour Donald Trump, c'est vraiment un boulevard maintenant? Ou un boulevard Disons qu'en semé plus, ce qui d'embûches? se passe, c'est que ce qui vient avec ce qui s'est passé jeudi soir, je dirais que le seuil de du bourrage des urnes augmente. Il va Ouais, tout à falloir y aller fait. de manière beaucoup plus spectaculaire. Ouais. Euh, donc, ça augmente en fait les chances de Donald Trump d'accéder à la Maison Blanche. Maintenant, il faut savoir quand même que ils ont tout tenté avec Donald Trump. Je suis pas persuadé qu'ils soient au bout de leurs éventualités. Et bon, si on prend tout ce qui s'est passé depuis le début, le plan A, c'était d'utiliser le 6 janvier pour discréditer Trump. Ça n'a pas marché. Le plan B, c'était d'utiliser les médias pour en censurer toute objection à propos tout doute sur la régularité des élections de 2020. Bon. Le plan C, c'était la voie judiciaire. Bon, on voit que ça a échoué. Le plan D, maintenant, ce serait de remplacer Biden par un candidat qui serait plus en mesure de remporter l'élection. Je pense qu'on est en train de voir que ça ne va pas marcher puisque des gens comme Newsom ou Michelle Obama veulent pas y aller. Pas aller au casse-pipe. Oui. On pourrait se retrouver avec une Hillary Clinton qui serait vraiment le seul recours. Et puis, le plan G, c'est l'assassinat. Bon, voilà. Ah oui, bah oui, c'est pratique ça, vous avez raison, on avait oublié de l'aborder celui-là. Allez, une dernière question pour tous les deux, parce qu'évidemment, aujourd'hui, élection législative et les grands résultats en France, on va y revenir, et pendant toute cette émission, on n'a pas oublié la France, chers amis, rassurez-vous, je voulais vous poser à tous les deux la question. C'est marrant, est-ce que vous voyez, vous, un parallèle entre ce qui se passe, Trump-Biden, et Macron désavoué aujourd'hui? Et d'ailleurs, juste avant de vous donner la parole sur ce sujet, ce sera ma question finale, hein, je vous propose de voir,
de vous rappeler de cette image, je ne sais pas si vous l'avez vue hier, d'Emmanuel Macron qui partait en cuir et casquette, tout décontracté, tout souriant pour aller voter. Je crois qu'on la voit ici en direct à l'antenne. Voilà, ça montre quand même quelqu'un qui est complètement déphasé par rapport à la réalité et la réalité des élections. Voilà, est-ce que vous voyez, vous, une forme peut-être de parallèle entre ce qui se passe là et ici? Renaud Bochart pour commencer, puis Oui, on donne. oui, c'est évident. On voit un énorme parallèle. C'est un rejet complet en fait. On voit que la classe des virtuels est en train de se confronter au principe de réalité et on voit très très bien qu'on peut avoir une armée de communicants, on peut avoir une armée de propagandistes. Etc., prendre des drogues, et en fait, on a toujours besoin d'une petite dose de vernis démocratique, en fait, dans cette espèce d'énorme simulation à laquelle on est en train d'assister. Et on voit que cette fois-ci, que soit Macron, par son côté ridicule, qui heurte le mur de la réalité, ou Biden, a fortiori, par sa sénilité. Mais là, il est clair que c'est une crise majeure qui est en train de se développer et partout dans le monde. Et même question, Frédéric Egui. Puis vous commenciez à dire tout à l'heure que finalement Donald Trump n'était peut-être pas le candidat de l'opposition et que finalement il lui aussi d'une certaine façon, enfin de l'opposition qu'on pourrait imaginer que lui aussi d'une certaine façon servait peut-être ce camp mainstream entre guillemets. C'est ce que j'ai cru entendre dans vos premiers propos. Eh bien on peut faire un comparatif aussi avec le Rassemblement national qui lâche une à une toutes ces positions. Finalement donc voilà, même question sur ce parallèle entre les États-Unis et la France, pour finir. Exactement, c'est-à-dire que oui, clairement, là, on voit que l'aile centriste des mondialistes est en train de s'effondrer. C'est normal vu qu'ils luttent contre le peuple, donc le peuple au bout d'un moment en a marre. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on est bien d'accord et je suis parfaitement d'accord avec ce que vous disiez. L'empire se rattrape avec sa main droite, si vous voulez. Donc, il faut faire attention à ce qui va se passer de l'autre côté. Jordan Bardella, c'est sûr, a fait des reniements absolus sur l'OTAN, le RN sur l'UE, etc. Aux États-Unis, si on vient sur Trump, je suis plus mesuré. Il y a clairement, il s'est opposé sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'il a fait qui étaient vraiment positives. C'est-à-dire que je pense que, in fine, pour le reste du monde, quand Trump était à la tête des États-Unis, c'était quand même moins nocif. Ils ont fait moins de guerres à droite à gauche. Mais il faut pas oublier aussi ce qu'il a fait ou pas fait. C'est-à-dire qu'il a laissé Assange en prison. Il a assassiné le général Soleimani en Iran. Voilà, bon, il a laissé des troupes en Syrie. Donc, si vous voulez, il y a des choses aussi à voir. Il faut pas être aveuglé d'un côté comme de l'autre. Il faut être réaliste par rapport à ce qui se passe. Il faut critiquer les choses de façon de regarder les faits, quoi. Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de faire pendant toute cette émission spéciale sur les élections américaines. C'était notre pas de côté du jour. Et élections françaises, évidemment, chers amis, on en parle. On est déjà très, très nombreux ici, presque 5000 en direct, de manière instantanée. Hein. Vous savez bien qu'évidemment, tout ça se cumule avec les autres écoutes, YouTube, Twitter et tout ça. Merci infiniment pour votre confiance. On va tenter d'en être digne, d'avoir ici justement des propos différents, réalistes, des analyses que vous n'entendrez pas ailleurs. On va commencer tout de suite pour parler de la France dans cette émission spéciale élections législatives. N'oubliez pas aussi que vous pouvez pousser au maximum cette vidéo, appeler vos amis évidemment et puis mettre votre pouce et vos cœurs. Merci beaucoup à nos deux premiers invités, Renaud Bochart et Frédéric Egui. Merci infiniment. Renaud Bochart, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, vous êtes en direct depuis les États-Unis. Franchement, merci infiniment de vous être réveillé en plein milieu de la nuit. Il est quelle heure chez vous ? Il est 2h du matin. Bon, écoutez, merci encore vraiment de suivre ça en direct. C'était important pour nous de vous avoir. Merci beaucoup.